la barge-rousse est un peu différente de la barge à queue noire. Elle est vraiment magnifique aussi. Elle est plus courte sur pattes, elle a le dos plus écailleux, elle a le bec qui remonte légèrement vers le haut, la base est noire et le bout est rose. Alors que le bout du bec de la barge à queue noire est noir, et il y a une petite boule, c'est très discret, c'est très subtil, mais quand on regarde bien, il y a une petite boule au bout du bec de la barge à queue noire que la barge rousse n'a pas. Ça peut être le petit critère. En plus, quand on galère à les différencier toutes les deux. C'est des oiseaux qui vraiment vivent au rythme de la marée. C'est vraiment le seul facteur qui les empêche de se nourrir, ou qui leur permet de se nourrir, en fait. Quand l'eau arrive, les oiseaux vont sur leur reposoir de marée haute. Et quand l'eau se retire, les oiseaux vont directement se nourrir sur les vasières qui sont découvertes. Donc c'est des oiseaux qui vont vivre au rythme des vagues. Et même parfois, même quand il n'y a plus de lumière au crépuscule, je les voyais encore se nourrir sur les vasières parce que la mer est basse, donc ils en profitent pour se nourrir. Léa Colobert est photographe, naturaliste, vidéaste et cinéaste animalière. Depuis 4 ans, cette jeune femme partage sa passion pour la nature et les animaux sur Instagram et sur sa chaîne YouTube qu'elle a baptisée Enjoy Nature With Me. Baleine sous gravillon a déjà diffusé 2 épisodes avec Léa. Le premier concerne son parcours. Le deuxième est consacré aux saltiques, ces petites araignées sauteuses auxquelles Léa a consacré son chef-d'œuvre, un documentaire intitulé Le regard de l'araignée. Ces 2 épisodes vous ont beaucoup intéressé, et nous aussi d'ailleurs. Et à la demande générale, j'ai rappelé Léa pour 2 nouveaux épisodes. Car Léa en a sous le coude, ou disons dans son sac à dos en matière d'animaux. L'épisode d'aujourd'hui, le 3e avec Léa, est donc consacré à ses autres vidéos et documentaires. Nous allons d'abord suivre Léa dans les vasières et les communaux de Vendée. Les communaux, ce sont ces prairies inondées en hiver. Dans ce paradis des passionnés d'oiseaux, elle a filmé les limicoles. Les limicoles, ce sont ces échassiers au long bec, comme l'avocette, le gravelot, le vanneau, le courlis, le tournepierre, le bécasseau ou le chevalier avec sa coupe qui décoiffe et les huîtriers au bec rouge. Tous ces animaux qui s'activent sur l'estran, cet espace découvert par la marée, et qui y cherchent leur nourriture, vers et petits crustacés. Léa s'est notamment intéressée aux barges, barges rousses et barges à queue noire, des espèces rares qui viennent hiverner en France. Dans cet épisode, nous parlerons aussi d'un pélican blanc égaré. Et, selon ce très beau mot que Léa m'a appris, des murmurations des oiseaux, ces incroyables phénomènes optiques de nuées d'oiseaux en mouvement, un des plus beaux spectacles de la nature. Nous dirons aussi un mot sur les guêpiers multicolores qui reviennent en Europe à chaque printemps, sur le cincle plongeur, le scaphandrier des oiseaux que Léa est allée filmer dans les Pyrénées. Léa Colobert, la petite sœur de Baleine sous gravillon, épisode 3/4. C'est parti. Salut Léa. Coucou Marc. Je suis ravi de te retrouver. On va continuer avec toi l'exploration de tes vidéos. On va parler de chacun de ces animaux auxquels tu as dédié des petites vidéos de 5 minutes. Parfois, tu en as fait des documentaires. Il y en a un sur les saltiques qui est juste sublimissime. Et puis un autre très beau docu que tu as fait sur la barge avec un titre, comme je les adore, qui est très très bon. Un hiver de barge. Et tu parles évidemment des différents types de barges. C'était en Vendée, dans une vasière, où on trouve beaucoup de limicoles. Oui. Alors limicole, là c'est un peu mon terrain. Tout ce qui est limi, ça vient du latin qui signifie la boue, Oui. et cole qui vit dedans. Donc ce sont tous ces oiseaux qui vivent là où il y a des vasières, où il y a de l'eau qui va, qui vient et qui se découvre de temps en temps. Et voilà, ces oiseaux mangent tout ce qu'il y a, tous ces petits coquillages, larves, crustacés qu'on trouve soit sur l'estran, soit dans ces vasières. Donc tu as été voir ces petits limicoles en Vendée. C'était où exactement ? C'était dans la baie de l'Aiguillon, en Vendée. Donc principalement pour ma partie littorale, en tout cas. Et puis ensuite, c'était aussi dans les communaux, en Vendée. Les communaux qui sont des grands champs qui appartiennent à la commune, enfin, qui appartenaient dans le temps à la commune. Maintenant, c'est souvent soit encore à la commune, soit ça a été changé en réserve naturelle, pour la plupart, parce que c'est des prairies qui sont quand même assez intéressantes. Les communaux qui sont l'hiver en eau, qui attirent énormément d'oiseaux,
Et l'été, avec le système d'écluses, etc., on les assèche et on met des bovins, des chevaux, des troupeaux qui évoluent de manière assez libre dans ces grands espaces. Donc c'est des milieux qui sont très intéressants au niveau ornitho. Et j'ai été au marais de la Vacherie, en Vendée, qui est un très beau marais comme ça, avec des zones d'eau temporaires dans lesquelles les barges viennent pour hiverner. Alors, j'ai parlé des limicoles, il y a beaucoup d'oiseaux, on ne pourra pas tous les passer en vue, mais il y a des petits tournepierres à collier qui sont tout mimi, il y a des courlis, il y a des gravelots, j'ai vu de belles avocettes, ce magnifique échassier avec le bec recourbé vers le haut, qui est noir et blanc, qui est un de mes préférés personnellement, tu n'en dis pas un mot, et comment t'en vouloir, tu t'es centré sur les barges. Tu dis que, voilà, il y a 2 types de barges, dont le nom latin est limosa, il y a limosa, et l'autre c'est laquelle qui arrive en premier en fait? Alors, celle qui arrive en premier, c'est Limosa islandica. C'est la barge qui est nicheuse, parce qu'il y a 2 populations de barges. Donc il y a la barge d'Europe continentale, Limosa, et la barge islandaise, Limosa islandica. Donc l'islandaise, c'est la barge à queue noire, c'est ça? Les 2 sont des barges à queue noire. En fait, on parle ici de sous-espèces. La barge islandaise, donc la sous-population islandaise, on l'appelle islandaise parce qu'en fait, elle va nicher en Islande. Alors que la population continentale, Limosa, elle niche en Europe continentale. Donc plutôt dans les pays d'Europe du Nord, bien sûr. Elle remonte la barge et elle redescend. Voilà, donc ça c'est les 2 populations de barges. Et il y en a une, forcément, qui est plus proche, qui arrive un peu avant les autres, c'est Limosa islandica. D'accord. Et elle, qui aime plus le littoral, et après Limosa, la barge à queue noire continentale, elle préfère les terres. Donc elle, je vais la retrouver dans les communaux, justement, dont je te parlais à l'instant. D'accord. Mais après, les populations se mélangent aussi, voilà, tout n'est pas complètement clair. Il y a des mélanges de populations, etc. Et tout ça, c'est très étudié, puisque c'est un oiseau qui est malheureusement en danger, la barge à queue noire, qui voit ses effectifs chuter. Pourquoi? Voilà, dû notamment à la destruction de son habitat principalement, mais également à plein d'autres choses, dont des pressions supplémentaires comme la chasse, puisque la barge à queue noire, cette année, n'a pas été chassée, puisqu'il y a eu un moratoire sur cette espèce depuis quelques années maintenant. Donc il y a eu une consultation publique qui était ouverte à tous. Tous les gens pouvaient donner leur avis en ligne sur ce qu'ils appellent la gestion adaptative. Donc en fait c'était clairement continuer juste de chasser l'espèce en ajustant les quotas. Donc bien sûr c'était une ineptie, enfin c'était n'importe quoi, puisque on voulait avec cette gestion adaptative continuer à chasser un oiseau qui est déjà en danger, que des pays d'Europe font tout pour protéger eux. Et donc vu que c'est un oiseau migrateur, forcément, eux ils ont beau les protéger, une fois qu'elles arrivent chez nous, le problème de la chasse réduit à néant les efforts de d'autres pays qui sont à côté, quoi. D'accord. Donc on vient de parler des barges à queue noire. Voilà pourquoi elles passent un hiver de barges. Alors tu dis qu'il y en a 5000 et que, en gros, celles qui viennent en France, c'est un tiers de toutes les barges hivernantes en France qu'on trouve à cet endroit, hein, c'est bien ça? Ouais, il y a une grosse population, également sur le Marais breton aussi, de barges à queue noire. Dans cette vidéo qui est plus longue que les autres, hein, c'est un docu de 20 minutes, voilà, sur lequel il y a ces fameux plans de coupe qui sont merveilleux, de crépuscule, où on voit par exemple les barges s'activer pour chercher leur nourriture avec leur long bec très fin et leur toute petite tête. Et donc voilà, qui font du marteau-piqueur dans la vase pour aller dénicher, pour aller trouver leur nourriture. Quand vient le soir, le crépuscule, voilà, il y a des très beaux plans dans le rouge du soleil couchant où on les voit, où elles se sont enfin calmées et elles sont sur leurs aires de repos. Voilà. Et puis, à un moment donné, tu filmes aussi l'arrivée des barges rousses, qui sont plus petites que leurs cousines. Oui, la barge rousse est un peu différente de la barge à queue noire. Elle est vraiment magnifique aussi. Elle est plus courte sur pattes. Elle a le dos plus écailleux. Ce que j'appelle écailleux, c'est voilà, elle a des petites taches un peu en forme d'écailles sur le dessus du dos. Elle a le bec qui remonte légèrement vers le haut. La base est noire et le bout est rose. Alors que le bout du bec de la barge à queue noire est noir, et il y a une petite boule, c'est très discret, c'est très subtil, mais quand on regarde bien, il y a une petite boule au bout du bec de la barge à queue noire que la barge rousse n'a pas. Ça peut être le petit critère en plus quand on galère à les différencier toutes les deux. Au début, j'ai eu du mal un peu à apprendre la différence, parce que les limicoles, c'est assez complexe comme groupe, je trouve. Après, une fois qu'on a tous ces critères en tête, puis à force de les observer, maintenant j'arrive à faire la différence tout de suite. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas forcément très facile à voir au premier coup d'œil, en tout cas pour les gens qui n'ont pas l'habitude. D'accord. Donc dans ce doc en forme de balade, il y a des moments de silence, il y a d'autres oiseaux que tu filmes. Et puis tu dis quelque chose de bien observé. Tu dis que en fait ces oiseaux, malgré les apparences, n'obéissent pas au rythme du soleil, mais à celui de l'eau. Qu'est-ce que tu veux dire en disant ça? Oui.
En fait, c'est des oiseaux qui vraiment vivent au rythme de la marée. Parce que c'est vraiment le seul facteur qui les empêche de se nourrir ou qui leur permet de se nourrir en fait. Quand l'eau arrive, les oiseaux vont sur leur reposoir de marée haute. Et quand l'eau se retire, les oiseaux vont directement se nourrir sur les vasières qui sont découvertes. Et voilà, donc c'est des oiseaux qui vont vivre au rythme des vagues. Et même parfois, même quand il n'y a plus de lumière au crépuscule, je les voyais encore se nourrir sur les vasières parce que la mer est basse, donc ils en profitent pour se nourrir. Très bien. On va finir sur les barges, on a encore beaucoup d'animaux à voir avec toi. Mm-hmm. Voilà, ce doc se finit de manière très jolie. Tu filmes un busard des roseaux. Ce repas, c'est une alerte pour ces animaux. Une alerte, bon, pas maximale, parce que le busard des roseaux, il mange pas les barges. Mais par contre, ce que craignent les barges, c'est le plus beau des faucons, c'est le... C'est le faucon pèlerin. Voilà. Et le faucon pèlerin, qui est un très gros prédateur de vanneaux, de vanneaux huppés, de barges aussi, de canards. J'ai vu des attaques de pèlerins sur des canards pilés extrêmement violentes. La morphologie d'un rapace fait extrêmement peur aux oiseaux, les stresse beaucoup. Que ce soit un busard des roseaux ou un faucon ou même une buse parfois peut provoquer des mouvements de panique. C'est assez magnifique à voir quand même, puisque un vol de barge c'est tout en spirale, c'est hyper velouté, c'est hyper beau, ça fait des virages incroyables. Et puis de voir ce prédateur qui fonce dans le tas comme ça, c'est puissant quoi. Mais j'ai jamais vu d'attaque de faucon pèlerin sur une barge, malheureusement j'aurais aimé. J'ai vu seulement sur les canards. Alors j'ai deux choses à dire. La première, c'est que là encore, il faut faire un coucou à ton copain Jean, avec qui j'ai fait 8 épisodes sur les rapaces qui vont bientôt arriver. Et on a beaucoup parlé de la façon dont attaque le faucon pèlerin, qui en fait tue ses proies rien qu'avec la force de l'impact. C'est-à-dire le fameux piqué, hein, c'est l'animal le plus rapide du monde, le faucon pèlerin. Il peut piquer à 380 km/h. Il est pas tout le temps avec 380, mais il est en moyenne à 180. Enfin bref, on va développer tout ça avec Jean et on lui fait un petit coucou au passage. Il se trouve que c'est un de tes copains, tu le connais Jean? Oui, je connais Jean, ouais. Et je lui fais un coucou aussi. Jean Andrieux. Voilà, donc on lui fait un bisou à Jean. Et le deuxième truc que je voulais dire, c'est que tu filmes effectivement le vol des barges qui est très très beau, qui ressemble à ces vols des tourneaux dont on voit des vidéos parfois sur Internet et qui ressemblent à des, je ne sais pas comment le dire, des choses très psychédéliques avec des formes qui se font, qui se défont. Est-ce que tu peux me dire un mot là-dessus? Enfin, pourquoi les oiseaux font ça? Enfin, comment ça dessine ces formes incroyables que chacun a dû voir au moins en vidéo une fois dans sa vie, ces espèces de nuées d'oiseaux qui dessinent des formes dans le ciel de ronds qui deviennent des ovales et puis qui redeviennent des signes de l'infini, que sais-je. Enfin, c'est magnifique. Ouais. Pourquoi ils font ça, les oiseaux? Pour décontenancer les prédateurs? Alors ça s'appelle des murmurations. Je sais que pour les étourneaux, en tout cas, ça s'appelle les murmurations. Alors les étourneaux, c'est vraiment particulier puisque j'ai une copine qui a fait un film sur les étourneaux, d'ailleurs, que je conseille. On la salue. Comment elle s'appelle? Quel est le titre? Alors c'est Malia Chaton. Le titre, je m'en rappelle plus. Je crois que c'est Murmure. Donc, qui a fait un film sur les étourneaux, sur la relation homme et tourneau, qui est aussi assez nuancée, qui est magnifique mais tragique, qui est assez intéressante. Parle-moi des murmurations. Pourquoi ils font ça? Les murmurations, chez les étourneaux, on a vu que ça se faisait par groupe. Je crois que c'est des petits groupes de 5 finalement. On voit dans le gros tas des tourneaux, petits groupes de 5. Et en fait, ils ont une capacité de vol incroyable, puisqu'en fait, ils se mettent tout le temps par rapport aux autres. C'est un peu comme un banc de poissons, finalement. Oui, ces mêmes phénomènes sont comparables. Exactement, ouais, c'est pour déstabiliser les prédateurs, oui. Pour aussi la force du nombre. Dès qu'il y en a un qui voit quelque chose de suspect, il s'envole, les autres partent avec. C'est vraiment le même principe qu'un banc de poissons, quoi. Ouais. Ces espèces de mouvements. Les limicoles font ça aussi, c'est vrai. Mais c'est moins connu, les limicoles, que les murmurations de limicoles. Je sais même pas si on appelle ça murmuration de limicoles, finalement. J'ai jamais entendu un ornithologue dire ça. D'accord. C'est plutôt des vols. En tout cas, voilà, c'est un phénomène sur lequel il faudra qu'on revienne dans Baleine sous gravillon, peut-être toi aussi, hein. C'est quelque chose de fascinant. Ouais. Il y a quelque chose dans la physique même de ce qui se passe là-dedans, qui impulse le mouvement, qui le suit, comment tout ça marche, c'est très complexe. Mais ça dessine des arabesques dans le ciel que voilà tout le monde entrevoit. On est bouche bée des dessins que la nature peut nous offrir, la nature en mouvement là en l'occurrence. Il faut qu'on enchaîne, Léa. On va parler d'une autre de tes vidéos, en l'occurrence le guêpier d'Europe. Ah oui. Elle est assez rigolote celle-là parce que tu prends la peine de mettre une photo de guêpière, donc c'est-à-dire ce sous-vêtement féminin que tu mets en photo et tu fais une petite blague au début sur le fait que le guêpier d'Europe n'a rien à voir avec la guêpière, voilà, ça s'est vu. Alors pourquoi on l'appelle le guêpier? Alors on l'appelle le guêpier parce qu'il se nourrit d'hyménoptères, donc tout ce qui est guêpes, frelons, abeilles. Mais en fait, il se nourrit aussi d'insectes, de tous les insectes volants. On l'appelle en français guêpier, comme s'il se nourrissait presque que de guêpes finalement, alors qu'en anglais c'est bee-eater, donc le mangeur d'abeilles. Donc en fait tout ça ramène forcément en général aux hyménoptères. Après il se nourrit aussi de plein d'autres insectes volants, de grandes sauterelles vertes,
de montres religieuses parfois, de libellules énormément. Odonate, orthoptère, pour sortir sa science, Oui. voilà, qui sont les noms de ces familles d'animaux. Orthoptère, c'est les sauterelles. Odonate, c'est le nom des libellules de leur famille. Il y a quelque chose de très visible dans ta vidéo, c'est comment les guêpiers, et pareil, tu le montres de manière très rigolote, fracassent leur proie sur un endroit dont j'ai oublié le nom. C'est sur un de leurs perchoirs, en fait. Ils ont une espèce de perchoir, oui. Le guêpier, tu le filmes très bien, il arrive avec un insecte, que ce soit une sauterelle, un frelon, n'importe quoi, et en fait, il le fracasse contre une branche, raconte-moi ça. Oui, alors c'est un peu violent, c'est vrai à voir. Le guêpier va attraper ses proies en vol. Une fois qu'il a sa proie, si c'est un hyménoptère, enfin déjà, même si c'est un insecte assez gros, souvent, il arrive, il le fracasse, comme tu dis joliment, il le fracasse contre une branche pour le tuer. Mais ça sert donc à le tuer, mais également pour les espèces qui sont venimeuses, même les bourdons ont un dard, donc il faut savoir ça. Donc même un bourdon, il va le fracasser pour en fait casser la poche à venin, le sac de venin, et le dard. Il y a des théories, des choses comme ça, mais a priori c'est avéré qu'il ferait ça pour casser le dard des hyménoptères. Alors le guêpier d'Europe, c'est un des oiseaux les plus beaux, les plus colorés. Il est vert, bleu, il y a un petit collier noir. Décris-moi cet oiseau, il est d'une beauté stupéfiante en fait. Et c'est un migrateur, il oscille entre l'Europe et... On a la chance d'en avoir en France, mais en fait on le voit aussi en Afrique, c'est ça? Ouais, c'est un migrateur. On a la chance qu'il vienne nicher en France. Et en plus, c'est un oiseau qui vit en colonie. Donc c'est un oiseau qui va pas seulement avoir un couple ou deux, quoi. Souvent, c'est une dizaine de couples. Des nuées. Voilà, c'est vraiment des nuées. Pour moi, c'est un peu l'oiseau papillon. Je le mets sur le même plan que le Ticodrome échelette, que le martin pêcheur ou que le relier d'Europe, même le loriot. Pour moi, c'est des oiseaux qui sont magnifiques, tropicaux. Tu viens de nommer les Raphaël des oiseaux, ceux qui sont peints comme des tableaux de Raphaël avec des couleurs incroyables. Martin pêcheur, qui ne voit pas, c'est la robe incroyable bleue, métallique du martin pêcheur. Le Ticodrome est beaucoup plus mal connu, mais c'est pareil, c'est un oiseau qui a du rouge sur ses ailes. Je crois que c'est un oiseau gris avec du rouge sur ses ailes qu'on voit en montagne. Enfin, tu viens de nommer les plus beaux oiseaux, effectivement, en termes de couleurs. Le guêpier fait son nid pas dans les arbres. Explique-moi où il niche et quel est son petit voisin dont on vient de parler. Le guêpier, il niche dans des carrières, dans des endroits comme ça. Il va pas nicher dans des troncs. Il va pas faire son nid comme des passereaux, un nid de branches posé dans des arbres. Mais il va creuser un trou. Il va creuser un terrier dans les berges, souvent, ou dans les tas comme ça qui sont sortis des carrières. Et donc, c'est un oiseau, qui va aussi faire des loges qui vont potentiellement être utilisées aussi également par d'autres oiseaux. Et il a un voisin, une voisine, puisqu'il s'agit de l'hirondelle de rivage, qui arrive à peu près en même temps que lui au niveau de la migration, qui vient à peu près des mêmes endroits également. Et donc l'hirondelle de rivage va creuser, elle aussi, des terriers, qui sont vachement plus petits, mais elle peut aussi réutiliser des loges de guêpiers, même si c'est moins commun. Alors, c'est bien, tu as cité l'hirondelle de rivage, et on comprend bien que c'est un peu des voisins, et qui voyagent ensemble, etc. Mais moi, je pensais à un autre voisin prestigieux, et qui n'est pas grégaire, qui ne vit pas en groupe, qui vit en solitaire. Et je pensais évidemment au martin pêcheur. Ah oui, au martin pêcheur, oui. Tu le dis dans ta vidéo. Oui, bien sûr. Le martin pêcheur aussi, il creuse des trous et on peut trouver des guêpiers parce que moi j'ai un site là, j'ai un site et j'ai trouvé des martins pêcheurs et des guêpiers vraiment sur le même plan d'eau quoi. Mais ils se mélangent pas quand même. Tu vois, le martin pêcheur a son petit coin, les guêpiers ont leur petit coin. Le martin pêcheur est quand même assez territorial comme oiseau. Il a besoin de son petit confort, sa petite tranquillité. Le guêpier c'est tout l'inverse. Il est complètement grégaire, il a besoin des autres, il a besoin d'être en colonie, il a besoin de communiquer en permanence avec ses semblables. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez les guêpiers, c'est la communication, le comportement aussi de groupe, et extrêmement intéressant à observer. Il y a une de tes plus belles images dans ce film, je crois que c'est dans ce film, il y a un coucher de soleil, il y a un martin pêcheur sur un piquet dans l'eau, et on voit très bien comment cet oiseau pêche, il pêche à l'affût, il est à quelques mètres au-dessus de l'eau, bim, il plonge, c'est un des plus rapides, à 80 km/h, c'est un peu le faucon pèlerin des oiseaux plongeurs, et voilà, il y a un plan où on le voit faire ça, qui est juste d'une beauté incroyable, merci pour ça. Je finis sur ce petit film, il y a un petit clin d'œil, et je sais pas comment appeler ça, un petit parallèle entre nos deux activités, Baleine sous gravillon et Enjoy Nature with Me. C'est qu'à la fin de ce film, tu dis « La nature est partout pour peu qu'on lui prête un peu d'attention ». Ouais, ça c'est vraiment ma phrase. Et ça, chère Léa, c'est mon claim, c'est Baleine sous gravillon. Bah oui, Baleine sous gravillon, c'est ça que ça veut dire. Bah oui, clairement, ouais, c'est ce que j'ai compris aussi, ouais. Voilà, je voulais le dire, je voulais pas me priver de ce petit parallélisme. On va enchaîner, Léa, sur un autre oiseau qui est unique.
qui est aussi un oiseau entre guillemets plongeur. En fait, il plonge pas, c'est le cincle. Le cincle plongeur, tu as fait une vidéo sur lui, tu allais le voir dans les Cévennes. Ouais. Décris-moi cet oiseau. C'est un peu le scaphandrier des oiseaux. Alors lui, il s'agrippe dans les torrents, il plonge pas, il va chercher des larves, mais complètement à l'intérieur de l'eau. C'est incroyable, on dirait un gros merle avec un ventre blanc. Qu'est-ce que c'est que ce cincle, qui est un de mes petits préférés chez les oiseaux? Le cincle, c'est vraiment un oiseau qui est incroyable. C'était vraiment un rêve de le rencontrer. Quand je suis allée dans les Cévennes pour faire de l'ornithologie, c'était vraiment un point d'honneur de rencontrer le cincle plongeur. Donc comme tu dis, c'est un petit passereau qui comme ça paye pas de mine, hein, vraiment. On dirait un merle, un peu un merle à plastron, voilà. Il a pas des couleurs incroyables, il a pas un chant non plus incroyable. Mais alors son comportement quand même, c'est quelque chose. Quand on le voit, donc il est vraiment petit, hein, on le voit, il rentre carrément dans le torrent. Et en fait, il marche au fond de l'eau. Il marche, il nage, enfin, il a pas les pattes palmées, comme un canard. Mais il s'agrippe au fond de l'eau avec ses petits griffes. Et en fait, il va se nourrir comme ça de larves d'invertébrés, donc larves d'odonates, de petits insectes, de petits crustacés, de petites choses comme ça. C'est un oiseau incroyable à observer, le cincle. Alors, concernant le cincle, Léa, tu relèves quelque chose d'assez fin que tu as vu et que même que tu filmes à un moment donné. Cet oiseau a une paupière blanche, transparente. C'est ce qu'on appelle la fameuse membrane nictitante qui a chez les requins, chez plein d'oiseaux qui plongent pour se protéger les yeux, c'est ça? Alors je connaissais pas le mot, tu vois, tu viens de m'apprendre le mot. Je connaissais pas le mot, mais oui, il y a une espèce de membrane comme ça qui lui permet de voir sous l'eau finalement. Que j'ai réussi à filmer, ouais, en étant bien proche, en le voyant des fois au repos. Et bon, il arrête pas de sautiller sur place, hein, le cincle, il a ce comportement un peu il fait des petites flexions, en fait. C'est plutôt rigolo à voir, et puis, parfois, on voit cette paupière blanche qui apparaît quand il ferme les yeux, oui. Ouais, c'est assez rigolo. Voilà, il y a cette petite masse grise, puis de temps en temps, il y a un point blanc qui apparaît, et c'est sa fameuse paupière. On va enchaîner sur une autre de tes vidéos, Léa. Tu as fait une jolie rencontre. Apparemment, je sais pas si c'était dans ton jardin, apparemment c'était tout près de chez toi. Tu as rencontré un pélican blanc. Alors, il y en a pas en France, hein, normalement, des pélicans blancs en Vendée. Oui. Mais il y en a qui se perdent, c'est ce que tu dis dans ta vidéo. Il y en a une centaine qui se perdent, qui arrivent, on sait pas trop d'où. Oui, alors, c'était vraiment incroyable. J'étais chez mes parents, en fait, puisque mes parents ont migré en Vendée pour l'ornithologie, justement. Olivier et Peggy, à qui je refais un bisou au passage. Oui. On migrait en Vendée, justement pour aller vivre sur un communal. Justement, mon père, en tout cas, pour profiter de l'ornithologie, puisque c'est des milliers d'oiseaux migrateurs qui passent par ce spot-là en Vendée. Donc voilà, donc c'était sur ce spot-là. Il y avait déjà beaucoup de canards, il y avait de l'eau. C'était au printemps. Et j'avais fait une nuit papillon, donc toute la nuit, j'avais veillé tard, j'avais mis mon drap. Je sais pas si tu connais le concept des nuits papillons, mais... Non. Tu mets un drap blanc dans le jardin, tu allumes une lampe à mercure ou une lampe LED. Il y a certaines lampes qui attirent les papillons et d'autres non. Donc il faut choisir une bonne lampe avec les bonnes... je sais plus comment on appelle ça. Les bonnes températures de couleur? Oui, voilà, c'est ça. Qui envoie la bonne lumière. La lumière plus ou moins bleue, plus ou moins orange? Exactement, avec les ondes de lumière différentes. Donc tu allumes ça, tu attends que les papillons se posent dessus et ça permet de faire des inventaires, ça permet de voir des papillons que tu vois pas d'habitude. Et j'avais fait une nuit papillon incroyable où j'avais eu 9 grands pans de nuit sur ma toile. J'étais très contente, je me suis couchée très tard à cause de ça. Et le matin, je me réveille et mon père me réveille en me secouant et il me dit « Mais il y a un pélican blanc devant la maison, Léa, il y a un pélican blanc, faut que tu vois ça et tout. » À peine j'avais pris mon café, je sors et je vois ce pélican dans la maison et je me dis mais c'est quand même incroyable d'où est-ce qu'il vient. Et en plus il se nourrissait de manière totalement naturelle, il était en train de bouffer les écrevisses américaines, les écrevisses de Louisiane. Qui sont une espèce invasive en France, hein. Devant chez moi, comme les ibis falcinelles quand ils viennent, ou les cigognes, comme le font tous ces hérons-là. Donc en fait c'était hyper rigolo de le voir avec un comportement très naturel, le voir se promener comme ça. Et en fait c'était un pélican qui s'était échappé d'un zoo. Il me semble que c'était le Puy du Fou, mais après j'avais eu confirmation qu'en fait c'était pas le Puy du Fou. Donc ça devait être un autre zoo, peut-être Beauval, je sais plus. Quelqu'un est finalement venu le chercher, même si moi j'aurais quand même bien laissé un peu parce que il avait l'air tellement dans son élément en fait, je me suis dit bah, voilà, faut le laisser tranquille.
Il était tout tranquillou, le pépère. Tu dis très bien dans ta vidéo que voilà, c'est un des plus gros oiseaux d'eau du monde. Un pélican, ça peut faire jusqu'à 15 kilos, 2-3 mètres d'envergure. On a tous en tête ces images de cet oiseau lourd qui se sert de l'énergie cinétique des vagues. Et c'est pour ça qu'on le voit voler au ras des vagues, des grandes vagues. Parce qu'en fait, voilà, il utilise le souffle, l'énergie cinétique de la vague pour se porter, en fait. Donc voilà, ça donne souvent de très très belles images qui sont parmi les images les plus belles de la photo animalière, je le mentionne au passage, car c'est une de tes spécialités. Tu as un compte Instagram sur lequel tu mets aussi tes photos, tu fais pas que des vidéos. Donc voilà. Et tu as la bonne idée de mettre 2 autres espèces de pélicans. Tu mets le pélican frisé, qui est très beau. Oui. Et puis aussi le pélican à lunettes. Alors lui, c'est un peu la superstar de la famille. Ouais, il est magnifique. Il a un pourtour des yeux jaunes. Voilà. Et contrairement au pélican blanc qui est juste tout blanc, les 2 autres, ils sont très beaux aussi. On va enchaîner, Léa. Tu as fait une jolie vidéo. Alors c'est peut-être pas une des plus animées. Tu as filmé une petite chevêche. Ah oui, c'était mes premières vidéos. Ça là, tu es dans les premières vidéos. Voilà. Donc, oui. et elle a l'air de tirer la gueule. C'est un des plus beaux oiseaux du monde, la chevêche. C'est ma chouette préférée. Elle a son petit masque blanc là sur la tête. Ouais. Elle est tellement belle, tellement magnifique. Et celle que tu filmes, alors je sais pas où c'était. Bah voilà, en gros, elle est posée quelque part. On a l'impression qu'elle tire la gueule, qu'elle. Ouais, la chevêche quoi. Et tu précises cette caractéristique des chouettes, c'est qu'elles ont la possibilité de tourner leur tête à des angles incroyables par rapport à nous. Leurs yeux ne sont pas mobiles dans leurs orbites et que donc pour suivre une proie du regard, la chouette est obligée de bouger sa tête. Mais elle compense, on va dire, ce problème par le fait de pouvoir tourner sa tête en effet à 270 degrés. C'est peut-être presque 3/4 de tour. Et à un moment donné, tu la filmes en train de faire ça et on s'en rend compte. Oui, c'est ça. Son cri, c'est un cri qui ressemble, je crois, assez strident, qui ressemble parfois aussi au miaulement d'un chat, c'est ça? Ouais, c'est entre le miaulement d'un chat et un petit cri. C'est vraiment hyper particulier la chevêche. Ouais. Le miaou est très, enfin ça fait vraiment ça quoi. C'est super mignon et c'est très facile à reconnaître. Ouais. Les chouettes en général, le cri des chouettes est plutôt facile à reconnaître. Ça fait partie des chants que j'ai réussi à retenir alors que les chants j'ai quand même du mal. J'essaye de les apprendre mais je trouve ça très dur les chants. Très bien, on va finir, il reste 3 vidéos. Donc tu as suivi un jeune homme qui fait des relevés de serpents. Donc c'est très intéressant parce qu'on voit comment ces gens-là bossent. Ils mettent des plaques noires dans des réserves où on sait qu'il y a des serpents. Donc ça chauffe et donc les serpents on sait qu'ils aiment la chaleur. Donc c'est là-dessous qu'ils les trouvent. Donc ils les comptent, ils les mesurent. C'est assez cruel. Alors c'est cruel mais c'est nécessaire. Ils les marquent avec une sorte de truc pour souder des écailles ensemble. En gros parce qu'en gros quand il revient quelques mois plus tard, c'est là qu'il voit comment ils ont évolué, si ça marche bien, il compte les populations. C'est ça grosso modo ce que fait ce mec. Ouais, c'est sur la réserve naturelle du Bocage des Antonins, donc qui est un endroit que j'affectionne tout particulièrement puisque c'est là-bas que j'ai fait mes premières observations naturalistes quand j'étais enfant. Parce que c'est un endroit qui appartient à ma famille, c'est mon père qui l'a fait classer. Et donc c'est un endroit où on n'arrête pas de faire plein de suivis naturalistes et il y en a de plus en plus et c'est vraiment génial. Et là depuis quelques années, depuis 3 ans il me semble, il y a un suivi reptile. Et en particulier un suivi serpent avec des captures, ce qu'on appelle le système capture, marquage, recapture. Donc en fait on capture les serpents grâce à ces plaques justement, on fait un relevé de plaques, donc on prend les serpents, on les met dans un petit sac, on fait le tour des plaques, ensuite on revient à la voiture avec tout le matériel. Les scientifiques vont le mesurer, vont faire plein d'analyses sur le serpent, ils vont faire... Il leur insère un transpondeur à l'intérieur du corps pour pouvoir les suivre, c'est-à-dire une petite puce. Ouais. Donc maintenant on fait ça. Avant ils faisaient juste le marquage, c'est-à-dire qu'ils brûlaient avec un espèce de pyrograveur, ils brûlaient certaines écailles à certains endroits, ce qui donnait un code. En comptant les écailles, on arrivait à un code, et ce qui était le numéro d'identification du serpent. Maintenant, dans l'étude, dans les suivis, ils vont plus loin, c'est-à-dire qu'ils insèrent, comme tu disais, un transpondeur qui permet de suivre les serpents, de voir où est-ce qu'ils se mettent pour hiverner, de voir si les couleuvres, parce que c'est essentiellement des couleuvres qu'on suit, il n'y a pas de vipères sur la réserve malheureusement. D'ailleurs, je n'ai jamais vu de vipères, j'aimerais beaucoup en voir un jour. Et c'est essentiellement des couleuvres, donc essentiellement 3 espèces, donc la couleuvre esculape, la couleuvre verte et jaune, et la couleuvre helvétique, anciennement la couleuvre à collier, qui a été séparée en couleuvre helvétique il y a peu de temps. Enfin, il y a peu de temps, ça commence à faire maintenant un petit peu. Tu veux dire c'est une sous-espèce de la natrix couleuvre à collier? Ouais, c'est ça. Il y a eu une coupure, en fait, à l'est, il me semble, à l'est du Rhin, si je dis pas de bêtises, c'est la couleuvre à collier encore, et tout le reste, c'est la couleuvre helvétique.
Finalement, il y a eu des analyses génétiques qui ont fait que, voilà, ils ont séparé la couleuvre à collier. Et c'est comme le lézard des murailles, et maintenant c'est le lézard à 2 raies. Voilà, il y a des changements, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Des découvertes qu'on doit à la génétique. Ouais. Voilà, ça arrête pas de changer, donc forcément, il faut appliquer ces noms qui changent. Donc voilà, ils font des suivis sur ces 3 espèces-là, et ça permet de comprendre les populations, de comprendre comment les animaux bougent sur la réserve, et aussi de voir, parce qu'il y a des couleuvres qui sont extrêmement vieilles sur la réserve, la plus vieille je crois qu'elle a une 20aine d'années, et de voir comment elle se reproduit, où est-ce qu'elle va pondre, où est-ce qu'elle va se chauffer au soleil, sachant que les serpents bougent très peu finalement. Sachant que les populations de serpents, ça n'étonnera malheureusement personne, sont en régression en France, donc c'est pour ça qu'on les étudie, c'est pas pour le plaisir de pyrograver leurs écailles, c'est évidemment pour mieux les comprendre et donc mieux les protéger. Bien sûr. On va finir cet épisode, Léa, pour être tout à fait complet, car je veux l'être avec toi. À l'instant où on se parle, il y a encore d'autres vidéos de toi que je vais un petit peu torcher, pardonne-moi. Tu as fait une sublime vidéo sur le sonneur à ventre jaune, qui est un joli petit crapaud qui a une habitude. On en reparlera du sonneur dans un prochain épisode avec toi, mais là je le dis vite fait. Il y a aussi des gens qui les comptent, qui les protègent dans ce qu'on appelle des ornières d'un ancien champ militaire. C'est aussi dans les Deux-Sèvres. Oui. C'est pas mal ce qu'ils font là-bas. Il y en a beaucoup. C'est chouette parce que le sonneur, c'est un batracien qui est magnifique, il a le ventre jaune comme son nom l'indique, il ressemble un peu à une salamandre sur le ventre et il se met sur le dos. Ça s'appelle le réflexe Duncan, que les batracologues connaissent bien. Il montre son ventre jaune pour dire ne me mangez pas, je suis pas bon pour vous, je suis empoisonné. Voilà. Donc ça, t'as fait un bel épisode sur le sonneur. Et puis tu as fait aussi un joli épisode qui s'appelle le Havre du pêcheur, dans lequel on voit notamment des aigrettes blanches, en gros ça ressemble à un héron tout blanc, comment elles pêchent, tu les as bien filmées, on les voit choper, bim un poisson, bim un autre, genre 1 par seconde, c'est impressionnant comme ces oiseaux sont doués. On voit des spatules, on voit des cormorans, voilà, et tu as remis... je me suis planté, c'est là qu'on voit le martin pêcheur dans le soleil couchant, comme la fin d'un album de Lucky Luke. Oui, ça s'appelle Un havre de pêche. Ah, j'ai dit de pêcheur ? Ouais. Non, alors pardonne-moi, vraiment, je serais moi-même pendu demain à l'aube. Non, je t'en prie. Havre de pêche, voilà, c'est une autre de tes jolies vidéos. Est-ce qu'on a fait le tour de toutes tes vidéos, Léa ? Presque, oui, presque. Juste pour ajouter, le havre de pêche, je n'ai pas fait toute seule puisque j'étais accompagnée de Valentin Trucchi et de Maud Varagnacar. Voilà, juste pour les citer parce que je n'ai pas fait le travail toute seule. Tu fais bien. Voilà, c'est un bel épisode, bien obèse, comme on les aime à Baleine sous Gravillon. On va te retrouver très vite pour un nouvel épisode. On va parler aussi de tes autres animaux préférés sur lesquels tu n'as pas encore fait de vidéo. Je te fais un gros bisou, Léa. C'est un bonheur de te parler. Pareil. À très vite. Bye. À bientôt, Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des avis sont la meilleure manière de nous aider. Si à tout hasard vous écoutez l'émission sur Apple Podcast, c'est-à-dire sur iPhone, ces avis anonymes, rédigés en quelques secondes, sont très importants. Au-delà de la gloriole, ils nous permettent en effet d'être plus avantageusement suggérés dans les moteurs de recherche. Nous n'avons qu'une 30aine d'avis pour l'instant, alors que vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine. Je prie humblement les auditorices de prendre ces 20 secondes pour ce petit coup de pouce. Grand merci par avance. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don, même minime, sur le site Tipeee. Je refuse de faire de la pub pour préserver notre indépendance et votre confort d'écoute. Mais ce podcast indépendant est fait sans aucune aide. Il n'est pas monétisable et j'y consacre 200% de mon temps. En attendant de trouver un partenaire auquel je lance un appel, et avant de devoir bientôt arrêter Baleine sous Gravillon faute de financement, je remercie du fond du cœur les abonnés et les futurs partenaires qui peuvent nous aider. Vos critiques, conseils et suggestions sont toujours les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Je remercie aussi tous les photographes animaliers qui viennent chaque semaine en toute simplicité, en toute générosité,
partager leurs sublimes photos sur la page de Baleines sous Gravillon. Je remercie enfin mes équipiers pour leur aide précieuse. Sans oublier Félix Labande, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. À bientôt.